Béton! Quitter la grande ville pour aller vivre à la campagne, cela signifie pour beaucoup d'entre nous passer d'un appartement en location à une maison individuelle dont on devient l'heureux propriétaire. Et croyez-moi, c'est un changement dont on sous-estime l'impact. Vous n'imaginez pas toute l'énergie que vous allez passer dans le choix du lieu, évidemment, mais aussi dans les probables travaux de rénovation et d'aménagement que vous allez entreprendre, la recherche d'artisans, l'achat de matériel et d'outils divers et variés dont, entre vous et moi, vous ignoriez totalement l'existence jusqu'alors. Bref, vous allez vite vous apercevoir que votre lieu de vie va prendre de la place dans votre cerveau, vos conversations du quotidien, votre temps libre et aussi vos dépenses. Parmi tous les thèmes liés à son lieu de vie, il y en a un que je tenais à aborder dans ce podcast. C'est celui de la rénovation énergétique de sa maison. Que vous emménagiez dans un vieux château ou dans une petite maison récente, la question sur laquelle il va falloir sérieusement vous pencher est la suivante. Quels aménagements faut-il réaliser pour optimiser mon confort de vie en toute saison et limiter mes dépenses d'énergie tout en réduisant l'impact sur l'environnement ? Vous avez 4 heures. Pour traiter ce sujet, j'ai la chance d'être accompagnée par EFI. EFI, c'est l'acteur numéro 1 de la rénovation énergétique en ligne avec lequel je produis cette série spéciale pour l'Es Béton. Vous allez l'entendre, ils sont incollables sur le sujet et peuvent vous accompagner dans le choix, le financement et la conduite de vos travaux. Grâce à la gentillesse de quelques-uns de leurs clients qui m'ont ouvert les portes de leur maison et à l'infinie patience des experts EFI qui ont bien voulu répondre à mes questions les plus basiques, vous allez tout savoir, ou presque, sur la meilleure façon d'aborder la rénovation énergétique de votre maison. Pour commencer, je vous propose de nous pencher dans ce premier épisode sur le thème de la rénovation globale. Avec un nom pareil, vous vous doutez bien qu'on ne parle pas du chantier du dimanche après-midi qu'on gère soi-même avec 3 tutos. S'engager dans la rénovation globale de sa maison, c'est une démarche ambitieuse dans laquelle on ne s'embarque pas à la légère. Pourtant, les bénéfices en sont immédiats, tant en termes d'économie d'énergie, donc d'impact sur l'environnement, que de confort de vie en toute saison. C'est ce qu'explique Marc dans cet épisode. Il partage ici son expérience de la rénovation globale de la maison classée au monument historique qu'il a acquise à Alençon, dans l'Orne. Avec une précieuse transparence, Marc nous livre les bénéfices de son projet ainsi que les phases de découragement qu'il a pu rencontrer et comment EFI lui a permis d'aller au bout du chemin, notamment en le guidant dans la jungle des aides financières. Je suis Amélie Dague et vous souhaite la bienvenue dans ce podcast. Avant de frapper à la porte de Marc, je vous propose de découvrir ce qu'on appelle précisément rénovation globale avec Camille, directrice des opérations financières et de la rénovation globale chez EFI. Ce qu'on entend généralement par le terme rénovation globale, c'est un projet de rénovation énergétique qui adopte une approche complète de la maison, c'est-à-dire qui considère la maison dans son ensemble en prenant en compte l'enveloppe de la maison et son système de chauffage et qui essaie d'adopter une approche cohérente des travaux qui sont réalisés dans le cadre du projet avec pour objectif de faire gagner significativement la maison en confort énergétique et thermique et souvent celui de faire grimper la maison de une ou plusieurs étiquettes énergétiques. Voilà, par exemple, une maison qui serait une passoire thermique, avec une étiquette DPE qui serait F ou G, la faire passer à une étiquette DPE C ou mieux. Ça, généralement, ça implique un projet de rénovation globale. Donc ça, c'est la définition. Voilà, je pense que beaucoup de gens ont en tête. Dans les faits, nous chez EFI, on approche les projets de rénovation globale comme des projets qui comportent donc plusieurs postes de travaux, dont au moins un poste d'isolation thermique.
Donc ça peut être une isolation des combles perdus, des planchers bas, des murs, des rampants sous toiture par exemple. Et en fait, on se rend compte que très souvent, il y a aussi un projet qui touche au poste de chauffage, donc le remplacement du système de chauffage. C'est clair pour vous ? Alors, direction Alençon, où Marc m'a reçu dans son incroyable maison du centre historique. Bonjour Marc. Bonjour Amélie. J'aimerais pour démarrer que vous me racontiez votre histoire avec cette maison. Alors tous les gens à Alençon connaissent cette maison parce que pendant quasi 50 ans, elle était occupée par un dentiste qui a martyrisé tous les enfants. Il était extrêmement impressionnant physiquement. Ouais. Et on a tous ce souvenir du docteur Guillaume nous regardant, t'inquiète pas, et puis voilà. Donc tous les gens qui passent devant cette rue tremblent. Quand la porte est ouverte, viennent me parler de leurs histoires, de leurs souvenirs avec le docteur Guillaume. Donc moi, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents étaient à Alençon au moment où, en famille, on a voulu revenir aux sources, on va dire, en partie. Suite à la vente de la maison familiale pas loin d'ici, ça c'est le souci des familles nombreuses. Il a fallu devenir autonome quand le pater familias est parti. Et donc on a acheté cette maison. Mon grand-père était également passionné de patrimoine. Ouais. Et c'était important pour moi de un peu de sauver cette maison et de pas en faire une série d'appartements. Et voilà comment je suis revenu à Alençon après l'avoir quitté pour une vie professionnelle bien remplie. Et voilà. Donc c'est une maison qui est dans le cœur historique d'Alençon, qui est un bâtiment historique elle-même, c'est voilà, ça ? C'est une maison qui est dans l'hypercentre d'Alençon, absolument, au pied de la basilique, qui a été construite à un moment où Alençon, parce qu'on a eu une chance extraordinaire à Alençon, c'est qu'il y a eu une certaine liberté des religions et notamment un poids du protestantisme important. Ah oui. Et cette maison a été construite et imaginée par un protestant. La basilique qui est derrière était devenue un lieu de culte protestant. D'accord. Et c'est l'église Saint-Léonard à côté qui était l'église catholique. Vous voyez jusqu'où ça a été. Ouais. Et après, le roi a repris les choses en main, un peu brutalement, mais même très dans le sang. Et donc, tous ces gens-là sont partis. Et cette maison, bien sûr, est restée. Et c'est l'une des seules rares maisons en hypercentre d'Alençon, ISMH, donc inscrit à l'inventaire supplémentaire du monument historique, mais c'est la seule qui est habitée que par une personne et pas transformée. Donc je suis très fier et très content de cette maison. Oui, j'imagine. Est-ce que, sans indiscrétion, vous lui avez donné la surface ? Alors la surface, c'est un petit 400 mètres carrés habitable. Il y a un petit jardin comme tous les hôtels particuliers. Oui, c'est ça. Voilà, avec une partie 17e, nous sommes dedans, une partie 18e qui est la façade qui donne sur la rue. Et puis celle qui était censée ne pas être à moi est du 19e. 3 époques, une vie bien remplie et des familles qui ont toutes marqué, pas la mienne, mais celle d'avant, qui ont marqué Alençon. Et donc vous avez procédé à une rénovation globale ce lieu. Il y a eu beaucoup de travaux ici et tous ceux qui nous écoutent et qui vivent dans un monument historique savent que c'est un sujet très complexe. Ouais. Très complexe parce que il y a des règles par les bâtiments de France qui sont assez strictes. Par exemple, les vitres qui sont derrière nous ne peuvent pas être mises en double vitrage. Mais en même temps, si on veut habiter les monuments historiques et surtout les garder en bon état, il faut les chauffer intelligemment et arrêter d'avoir toujours froid chez soi en chauffant dehors finalement, parce que c'était le cas. D'accord. Donc cette maison, elle a vécu au départ avec des cheminées et avec des feux, comme on disait. Donc chaque cheminée avait un feu et puis on chauffait comme ça. Après, je fais un grand pas, mais il y a une famille qui est restée ici jusqu'à 1959, mais qui a vécu 150 ans dedans, qui a amené le fioul. Ah oui. Et puis moi, j'ai coupé le fioul pour passer effectivement à quelque chose d'un peu plus moderne, d'un peu plus récent. Avec des contraintes, parce que quand on a fait l'audit énergétique, puisqu'au départ dans la règle il faut un audit énergétique, et qu'on évoque toutes les technologies possibles, le fait qu'on soit monument historique empêche de mettre une pompe à chaleur, parce qu'il faut mettre une machine qui fait du bruit, qui est dans le jardin, qui est dans le périmètre. Enfin, c'était compliqué de mettre ça. Le bois, malheureusement, là, c'est Alençon qui est pas tout à fait au niveau. C'est-à-dire qu'il y a une grosse usine à bois pas loin d'ici, mais le tuyau s'arrête à 200 mètres d'ici. Et quand je suis allé voir les autorités politiques en disant moi je suis prêt à partir au bois mais à me brancher, c'était pas possible, bien sûr, ça c'est les politiques qui sont comme ça. Et donc par élimination,
accompagné. On a donc coupé le fuel, bien entendu. Il y avait une cuve de 15 000 litres. Quand c'était à 0,67, ça allait, mais quand c'est passé à 1,90, c'était moins drôle. On le fait au début du mois et en plusieurs fois. C'est ça. Et donc, conseillé par ce diagnostic énergétique, par le collectif d'artisans, par EFI, enfin pas par tous ceux qu'on a choisis, le plus simple, c'était de se brancher au gaz de ville. Enfin, oui, c'est une longue étape pour cette partie-là, voilà. D'accord. Et puis ensuite, la deuxième contrainte de la rénovation globale dans une maison comme ça, c'est que l'air passe de tous les côtés, et notamment par le plancher, puisqu'il y a une grande cave en bas, ouverte à tout vent, et c'est pour ça aussi qu'on est parti sur une rénovation globale. C'était pour faire l'ensemble du plafond de la cave, et c'est ce qui a été fait, comme les combles en haut, pour la partie supérieure. Dans un bâtiment comme celui-là, on peut pas faire de l'extérieur. De toute façon, c'est du granit très épais, donc il y a pas de souci. Les fenêtres, on peut pas y toucher, c'est compliqué. Et donc, vous touchez à deux éléments, c'est la source d'énergie, et le deuxième élément, c'est l'isolation. D'accord. Et l'isolation, donc on a fait les combles dans leur globalité, avec le plus beau, le plus cher en matière d'isolant, et le plus naturel. Et puis, il faut faire la cave aussi, parce que c'est aussi beaucoup par là que ça arrive. Les planchers que vous avez là, et c'est poreux. Et là, on a tout isolé, ça a été un changement, on l'a vu du jour au lendemain, y compris cet été, parce qu'en fait, l'isolation était terminée au moment des grandes chaleurs cet été, et enfin, on avait plus chaud dans les petites chambres en haut. D'accord. Voilà. Donc, la rénovation globale, pour nous, ça a été à nouveau l'eau, avec de la thermodynamie, et ça aussi, on a vu sur les factures électriques que c'était bien moins cher et beaucoup plus efficace que ce que nous avions avant. C'est le chauffage, donc cette chaudière Friesquet, marque française, familiale, dont je n'entends que du bien, mais on verra avec le temps. Et avant, avec le fuel, on avait peur d'avoir froid, on laissait, mais on partait 10 jours, on laissait à zéro, mais en gros, on consommait et on polluait, ce qui est plus le cas. D'accord. Vous avez évoqué le collectif d'artisans qui vous a accompagné. Comment les avez-vous rencontrés? Comment ça s'est passé? Je les ai rencontrés. Vous savez, les enfants maintenant, ils vous expliquent que la planète ne pourra pas changer tant que je serai encore de ce monde, parce que j'ai besoin d'un beefsteak quasi tous les jours. Et ils m'ont expliqué la même chose sur la rénovation de la maison, en me disant que il fallait que j'ai tel type de laine de roche, de telle épaisseur, et surtout pas de la laine de verre, parce que c'était plus... Enfin bon. Et donc avec eux, on a cherché des solutions. On s'est perdu, comme tous les clients, dans toutes les normes, dans toutes les règles, dans toutes les subventions, et on est tombé, comme quoi il faut pas aller trop loin, sur un collectif d'artisans qui est pas loin d'ici, remarquable. Et c'est avec eux qu'on a monté le dossier. Voilà, et on a monté le dossier, sachant que moi j'ai jamais droit à rien, j'ai eu une carrière qui est ce qu'elle est, mais qui a fait avec beaucoup de chance, que quand il y avait une subvention ou une aide, elle était jamais pour moi. Et là, c'est passé très bien avec lui. Donc pour monter le dossier, pour trouver EFI et pour trouver toutes ces petites ficelles, et puis au bout du bout, pour choisir les deux artisans du collectif qui seraient à même de réaliser le chantier. Donc c'est par le collectif d'artisans que vous avez connu EFI. Absolument, en fait. Absolument. Et sans eux, j'aurais jamais frappé chez EFI. J'aurais jamais frappé à toutes les petites sonnettes qui ont fait le succès. Et c'est en gros, c'est l'un des enjeux finalement de la rénovation énergétique en France. C'est que même quand on est Bac+5, on n'y comprend rien. Et donc là, il y a un vrai point. Il y a un vrai sujet. Et que encore aujourd'hui, alors que tout est terminé, on court derrière les dernières subventions. Et ça, c'est pas admissible. C'est pas admissible. Et accessoirement, ces subventions, c'est fait pour payer les artisans. C'est pas pour moi. Bien sûr. Et l'artisan, lui, il les attend. Les travaux ont duré combien de temps? Il y a eu une phase sur la partie isolation qui a duré globalement 3 mois. Et puis en bas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont démonté la cuve de fuel. Il faut la découper à l'intérieur. Il fallait un homme de l'art aussi, parce que il y a des produits compliqués dedans, et donc il fallait des mineurs. Un peu. Bon. Et puis après, la chaudière était monstrueuse. En bas, c'était à nouveau, la maison est très grande, et donc il a fallu également la découper en bas. Donc ça a été long. Mais en gros, en un mois et demi, ils ont fait ça. C'était. D'accord. Donc et dans un hypercentre rue piétonne où il faut demander des autorisations, etc. Pour que ces artisans locaux, parce qu'on a aussi choisi de travailler avec les artisans locaux et pas des gens qui viennent en dehors de la communauté urbaine d'Alençon, on va dire.
Est-ce que c'est indiscret de vous demander le montant des travaux de cette rénovation globale? Les montants totaux, c'est 49 000 euros, quelque chose comme ça. Donc tout compris, matériel, installation, etc. Tout compris. J'ai eu, quand j'aurais touché les derniers 4 000, 21 000 de subventions. Et j'ai eu droit, pour la première fois, à un PTZ de 30 000 euros. Donc en gros, ça me coûte 800 euros par mois pendant 3 ans. Mais que j'espère récupérer aussi sur les économies, puisqu'aujourd'hui, je chauffe à l'intérieur et j'ai chaud, alors qu'hier, je chauffais dehors et j'avais froid. Donc ça change tout. Les aides financières évoquées depuis le début de cet épisode, qui sont si compliquées à obtenir pour le commun des mortels, quelles sont-elles ? Camille nous dit tout sur les dispositifs d'aide à la rénovation globale, tels qu'ils existent en ce début de printemps 2023. En fait, il y en a 2 principaux. Il y a un premier dispositif qui s'appelle le coup de pouce rénovation globale et qui est un dispositif sous-tendu par les certificats d'économie d'énergie, qu'on appelle les C2E. C'est celui, nous, qu'on applique chez EFI pour valider l'éligibilité de nos clients au dispositif d'aide rénovation globale EFI. Ce dispositif, il impose en fait 2 critères d'éligibilité. Donc, la réalisation de au moins un poste d'isolation qui couvre au moins 75% de la surface à isoler. D'accord. Et l'atteinte d'un pourcentage d'économie d'énergie de 55% entre l'état initial de la maison et son état final. Comment est-ce que ces 55% peuvent être déterminés? Par la réalisation d'un audit énergétique qui est obligatoire au début du projet. Et en fait, c'est l'auditeur qui va se déplacer chez le client, qui va faire le bilan énergétique de sa maison, qui va dire, voilà les consommations à l'état initial telles que je les ai constatées, et voilà les consommations à l'état final que vous devriez atteindre selon le moteur de calcul réglementaire que j'ai utilisé en réalisant tel ou tel lot de travaux. Donc, en gros, le rôle de l'auditeur, c'est de définir des scénarios de travaux qui sont proposés aux clients dans le cadre de l'audit énergétique. Et pour chaque scénario de travaux, l'auditeur détermine un avant-après. Et c'est ce pourcentage-là de différence entre le après et le avant qui va déterminer l'éligibilité au dispositif coup de pouce rénovation globale. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est la définition du coup de pouce. Et il y a un autre dispositif d'aide de la rénovation globale qui est le dispositif MaPrimeRénov. Celui-là, alors la subtilité, donc c'est jamais trop facile les aides, parce que sinon on s'ennuie. MaPrimeRénov, en gros, a 2 dispositifs d'aide à la rénovation globale. Un dispositif qui concerne les ménages aux revenus intermédiaires et supérieurs, qui s'appelle MaPrimeRénov Rénovation Globale, et un dispositif qui concerne les ménages modestes et très modestes, qui s'appelle MaPrimeRénov Sérénité. Dans ces 2 cas, le critère qu'utilise MaPrimeRénov pour l'éligibilité, c'est un critère d'économie d'énergie qui est lui de 35%. Donc c'est moins que ce qui est exigé par le dispositif coup de pouce rénovation globale. Chez EFI, nous, on fait le choix de n'offrir que le coup de pouce rénovation globale à nos clients et comme qui peut le plus peut le moins, les clients qui sont éligibles au coup de pouce rénovation globale sont aussi éligibles au dispositif d'aide MPR, MaPrimeRénov rénovation globale et MaPrimeRénov Sérénité, parce que les économies attendues sont moins importantes. Donc les 2 aides sont cumulables en fait. Les 2 aides sont cumulables, absolument, ce qui n'a pas toujours été le cas, mais ce qui est le cas actuellement. Et c'est là tout l'intérêt du sujet, c'est que par rapport au dispositif d'aide qu'on appellera alors au coup par coup, poste par poste, geste par geste, il y a plein de manières de les appeler, il y a plein de terminologies, mais globalement, donc quand on fait une rénovation énergétique, on choisit soit de réaliser une rénovation par lot, où du coup on a pour chaque lot de travaux des forfaits d'aide qui sont applicables à la fois côté certificat d'économie d'énergie, les C2E, que nous on verse sous forme de prime EFI, et à la fois côté MaPrimeRénov, et qui vont dépendre de la nature des travaux qui sont réalisés et de son niveau de précarité, donc de sa situation fiscale. Voilà. Ce qui se passe généralement, c'est que quand on a une maison dans un mauvais état énergétique au démarrage, c'est souvent beaucoup plus intéressant financièrement de réaliser une rénovation avec une approche globale, puisque les dispositifs d'aide de la rénovation globale, lorsqu'ils se cumulent, rendent généralement des primes bien meilleures que les dispositifs d'aide au coup par coup quand on les additionne. Après, avec le point très important à avoir en tête, qui est que c'est beaucoup plus compliqué
et laborieux d'obtenir les aides de la rénovation globale que les aides au coup par coup. Ah ouais. Les primes qui sont en jeu étant beaucoup plus intéressantes. Bien sûr, L'État essaye de se prémunir au maximum contre la fraude et du coup a mis en place un dispositif réglementaire qui est assez lourd puisque donc voilà, il nécessite déjà la réalisation d'un audit énergétique et il y a également 2 contrôles obligatoires sur site au début et à la fin du projet. Le premier servant à contrôler en fait l'audit énergétique lui-même et s'assurer que l'auditeur n'a pas biaisé négativement l'état initial de la maison pour artificiellement augmenter le pourcentage d'économie d'énergie qui serait réalisé par le projet, et un contrôle à la fin des travaux pour s'assurer que les travaux qui sont réalisés sont bien conformes aux travaux qui ont été préconisés. Pour revenir à la rénovation globale, j'entends complètement l'intérêt financier de se lancer dans un projet pareil par rapport aux primes. Est-ce que se lancer dans un projet pareil signifie synchroniser tous les lots? Est-ce qu'on a un certain délai entre le début et la fin des travaux pour commencer, je ne sais pas, par l'isolation du toit et terminer par le changement de la chaudière, par exemple? Ouais. Bon, alors, l'intérêt d'un projet de rénovation globale, c'est justement de mettre les lots de travaux qui sont réalisés en cohérence les uns avec les autres. Et c'est ça qui permet de maximiser les gains énergétiques qui sont associés à un projet. Donc, bien sûr, on parle des primes comme premier argument, mais l'autre argument qui est, et d'ailleurs qui se cache derrière la valeur de ces primes par rapport à des primes au coup par coup, c'est qu'en fait, c'est aussi beaucoup plus efficace de raisonner de façon globale sur la maison. Ceci étant dit, il y a plusieurs manières de faire des rénovations globales. Le dispositif rénovation globale n'impose pas que tous les lots soient faits d'un coup, par exemple. Ça peut être fait de façon séquencée. Nous, chez EFI, la façon dont on le propose, c'est d'un seul coup, c'est-à-dire que en fait, le client va signer l'ensemble de ses travaux ou l'ensemble de ses devis de travaux en même temps. Et nous, la façon aussi dont on le propose, c'est qu'il faut impérativement que un seul professionnel soit le contractant général pour l'ensemble des travaux et ainsi assure la coordination et la maîtrise d'œuvre pour l'ensemble des lots. C'est pas une obligation réglementaire de faire ça. On pourrait se dire, en fait, il y a plusieurs professionnels différents qui chacun propose des devis aux clients avec le lot de travaux dont ils s'occupent, et quelqu'un d'autre potentiellement peut jouer le rôle de coordinateur, donc de maître d'œuvre, pour l'ensemble de l'ouvrage. Le problème de cette approche-là, c'est que du coup, chaque pro n'est responsable que de sa propre partie des travaux, là où en fait le dispositif d'aide conditionne par définition les travaux les uns aux autres, puisqu'il faut que l'ensemble des travaux soient conformes pour obtenir les aides. Donc nous, face à ça, on s'est dit ok, le seul moyen qu'on voit de faire ça sereinement, à la fois pour le client et même pour nous dans la validation des primes, c'est de n'avoir qu'une contrepartie travaux pour le client, et d'ailleurs pour nous aussi lorsqu'on valorise les primes de la rénovation globale, et qui du coup prend son engagement sur l'ensemble des postes de travaux, et après il peut réaliser ou pas tout ou partie des travaux. C'est-à-dire que le pro peut faire appel à son réseau de sous-traitants, mais du coup c'est de la sous-traitance, c'est de la prestation pour la réalisation des lots qu'il souhaite sous-traiter. D'accord. Et ce contractant général fait partie de votre réseau d'artisans, c'est ça que je comprends? Oui, alors absolument. Aujourd'hui, nous, on propose la rénovation globale avec un réseau de professionnels partenaires du coup de notre offre. C'est un réseau de partenaires qui est plus restreint que le réseau de partenaires EFI, enfin habituel, disons, de partenaires au coup par coup, parce que les professionnels partenaires de notre réseau rénovation globale sont d'autant plus évalués sur leur solidité financière, leur capacité à réaliser ou coordonner l'ensemble des lots de travaux, et du coup c'est souvent des professionnels plus gros qui ont un historique un peu plus long que les professionnels liberté traditionnels, disons. Est-ce qu'il y a un ordre particulier dans les travaux qui est toujours le même, ou est-ce que vraiment ça dépend c'est au cas par cas en fonction de la maison? Il peut y avoir évidemment des spécificités, mais généralement, il faut commencer par réaliser l'isolation avant de changer le système de chauffage. Voilà. Et généralement, quand il y a un lot de ventilation, il faut le faire en premier.
puisque en fait ça implique de percer, etc. Donc c'est mieux de le faire avant l'isolation. Bien sûr, oui, avant d'isoler les murs ou le toit, quoi. Ouais, exactement. L'ordre des lots, effectivement, c'est une chose, mais surtout le fait d'articuler les lots les uns par rapport aux autres, ça c'est ce qui est permis par l'audit énergétique, c'est de dire le risque quand tu poses une pompe à chaleur sans prendre en compte ton projet d'isolation, c'est de surdimensionner ta pompe à chaleur par rapport à ce dont tu vas avoir besoin. D'accord. Donc en fait, effectivement, si d'abord tu dimensionnes et que tu poses ta PAC et qu'ensuite tu isoles ta maison, cela risque fortement d'être inefficace puisque tu auras surdimensionné ta pompe à chaleur. Si tu dimensionnes ta pompe à chaleur en fonction de ton projet d'isolation, ce qui est forcément le cas dans un audit, en fait, que tu fasses l'isolation avant ou après, donc nous, généralement, l'isolation est faite avant, c'est fait en premier, mais au final, l'important, c'est juste d'avoir bien dimensionné la pompe à chaleur. Bon, qui est important pour le prix d'achat, mais pour les factures derrière. Et pour les factures derrière, bien évidemment, et pour les consommations d'énergie. Ouais. Concrètement, quel rôle joue EFI dans la rénovation globale ? La mission d'EFI, c'est d'être le tiers de confiance de la rénovation énergétique pour les particuliers. Donc, ça veut dire être capable d'orienter les clients qui se posent des questions sur leur projet de rénovation énergétique et qui ont besoin de réponses expertes et claires, de les mettre en relation avec des partenaires de confiance pour la réalisation de leurs travaux qui ont été évalués, animés, validés par nos services, de leur donner accès à l'ensemble des aides de la rénovation énergétique, déjà en leur disant à quoi ils ont droit, parce que c'est quand même pas du tout simple de savoir à quoi on a droit, et dans le cadre de certaines de nos offres, parce qu'on a 2 offres clés dont je parlerai juste après, carrément faire pour eux leur dossier d'aide, récupérer les aides à leur place et du coup leur avancer ces aides-là pour pas qu'ils aient besoin de les débourser eux-mêmes. Et on va jusqu'à, pour le reste à charge des travaux déduction faite des aides, donc comme on en a parlé, les certificats d'économie d'énergie et MaPrimeRénov', on va maintenant jusqu'à leur proposer des solutions de financement pour échelonner les paiements liés à leur reste à charge et du coup pour maximiser l'accessibilité des travaux pour eux. Et donc en fait, EFI, on a 2 offres principales, une offre qu'on appelle Liberté, qui est une offre de mise en relation de nos clients particuliers avec notre réseau de professionnels partenaires. Et donc en fait, le client va s'inscrire sur notre site internet, parler à quelqu'un au téléphone, qui va valider avec lui un plan de travaux. Et suite à cet appel-là, on lui proposera une mise en relation avec 3 professionnels différents de notre réseau. Et on a une offre aussi qu'on appelle Sérénité, qui est pour le coup une offre où les travaux sont réalisés directement par EFI. Donc c'est nos devis, nos factures, notre risque, notre décennale, etc. Avec du coup un réseau de partenaires, mais qui sont du coup dans ce cas-là plutôt des sous-traitants qui vont réaliser les travaux. Et donc ce sera des offres qui sont souvent très intéressantes en termes de prix, qui sont un peu plus standardisées et qui du coup assurent aux particuliers un service clé en main de A à Z, dans la mesure où on fait les devis, on déduit les aides, on s'occupe des dossiers d'aide pour eux, donc les C2E MaPrimeRénov', et on leur propose dans ce cadre-là des solutions de financement à crédit, du reste à charge, avec des partenaires bancaires. Sur la rénovation globale, on est sur une offre qui est un peu hybride actuellement, dans la mesure où c'est principalement un modèle de mise en relation, puisque c'est pas les devis EFI pour les travaux, c'est notre réseau de partenaires, du coup rénovation globale. Sauf que du coup les partenaires qu'on a, c'est des partenaires avec qui on travaille de très très près, on les a sélectionnés avec d'autant plus de soin que les enjeux sont élevés, et on a un accompagnement du client sur les aides, donc le coup de pouce rénovation globale et les aides MaPrimeRénov' de la rénovation globale, qui est quasiment identique à celui qu'on fait en Sérénité. Et c'est aussi nous qui réalisons l'audit énergétique. Retour à Alençon, où j'ai interrogé Marc sur son expérience en tant que client d'EFI. Comment qualifieriez-vous la relation que vous avez eue avec EFI entre le moment où vous les avez découverts et aujourd'hui, puisque c'est pas terminé, si j'ai bien compris. Je vous le dis avec honnêteté, je sais dire quand je suis pas content. J'ai été très content de la relation avec EFI,
Très content parce que il y avait toujours l'appel bienveillant au moment où on est au fond du trou. Dans les travaux, c'est toujours compliqué parce que ça a été long. Ça a été long. La petite relance, la petite voix, et ça en dehors des heures pour être un ancien DRH de travail habituel. Et donc ça, c'est diablement c'est formidable, parce que quand on se lance là-dedans, on a toujours peur à un moment de l'artisan qui va pas être là. Enfin, c'est classique, hein, les travaux. Et puis au bout du bout, ceux qui ont été au bon rendez-vous jusqu'au paiement de la subvention, c'est quand même eux. Le reste n'est pas tout à fait bouclé. Donc j'ai déjà recommandé autour de moi à utiliser, de façon tout seul. À part, je sais pas, d'être du métier ou d'avoir rien à faire, on peut pas le faire. Voir les deux. Non, mais c'est le vrai enjeu, à nouveau pour la nation. Moi, je suis convaincu qu'il faut le faire, mais on ne pourra le faire qu'en simplifiant les process et voilà. Sinon, les gens ils se découvrent, ils font autre chose. Et notamment dans la partie monument historique, où on a effectivement des contraintes en plus. Et cette maison, j'ai été catégorisé D. On est passé de G à D. Et vous pouvez chercher autour de vous des maisons monuments historiques qui sont catégorie D, il y en a pas, ou il y en a pas beaucoup. D'accord. Voilà. Et je dois être l'un des premiers chantiers qui a été au bout de ce côté-là. D'accord. Mais c'est possible, voilà. Mais vous voilà, montrez que c'est possible. C'est possible. Mais c'est possible grâce à des gens comme EFI et grâce au collectif. Je sais pas faire les papiers. Et j'ai été assisté toute ma vie professionnelle par plein de monde. Et donc, je sais rien faire. Heureusement qu'EFI était là, en lien, parce qu'ils ont vraiment marché main dans la main. EFI plus à distance, c'est normal. Et le collectif juste à côté, en proximité. Et j'ai senti, moi, une relation fluide, parce que des fois, on peut se dire, oh là, il y a un peu de compétition, et tout. Non, c'était très fluide. Voilà, bon. C'était parfait. C'était rafraîchissant. Voilà. Quand vous recommandez, parce que vous dites que vous le faites EFI aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites d'eux? Qu'ils sont quoi? C'est quoi les adjectifs qui sortent? Ils connaissent leur métier, ils sont au bout, ils poussent quand ça prend du retard. C'est là où ils ont été là. Ils rappelaient, mais dites voir, et avoir le 06 d'une personne qu'on connaît pas pour qu'elle vous aide à pousser, c'est quand même assez précieux, unique. Donc avoir quelqu'un au téléphone qui fait les papiers et qui vous règle et qui en plus pousse pour que ça avance, parce que eux-mêmes ils voulaient aussi finir le truc. Bien sûr. Il fallait que ce soit fini avant le 30 décembre, puisqu'on a fini fin décembre de l'année dernière. D'accord. C'est quand même agréable. On est embarqué dans la même aventure finalement. Il faut boucler en bon ordre le chantier. Voilà. Pour un client, pourquoi choisir EFI plutôt qu'un autre acteur? Déjà, moi je trouve que on est la principale plateforme indépendante de la rénovation énergétique, et je trouve que le fait qu'on ne soit affilié ou créé par aucun fournisseur ou vendeur d'énergie, ça a de la valeur en soi pour l'indépendance, l'impartialité du conseil qui va être fourni, etc. Je pense que on est aussi, on a l'un des principaux réseaux de professionnels en France. Je pense que le service qu'on est capable d'apporter, alors de façon générale sur la gestion des projets, des aides, des financements, etc., sont de très bonne qualité. Et je pense sur la partie rénovation globale que on a un niveau, on a développé en quelques années par les profils qu'on a recrutés, un niveau d'expertise sur la rénovation énergétique globale qui est, à mon sens, assez unique dans le secteur. Et pourquoi plutôt que personne? Parce que essayez d'aller monter votre dossier vous-même sur le site de l'ANA, MaPrimeRénov', et je pense que vous reviendrez rapidement toquer à la porte. Ok, c'est un argument qui me séduit. Il faut se faire accompagner. Parce que c'est complexe, il y a trop de mines à tous les virages. Et si on se fait pas bien accompagner, pour moi, j'y serais pas arrivé. Ouais, je comprends. Voilà. C'est-à-dire que vous n'auriez pas fait les travaux. Ah non. Moi, j'ai été convaincu par le collectif en question, et ensuite par EFI, parce que ils ont été mes deux principaux interlocuteurs. Donc voilà, ça c'est la clé. Sinon, même en ayant du temps, c'est un truc de fou. Je comprends. Voilà. Et donc une fois qu'on est accompagné, qu'on a compris que la région va vous aider pour l'audit énergétique, que la ville ou le département vont vous aider sur autre chose, que MaPrimeRénov', ça marche comme ça, que les lois changent, etc. Vous allez oublier un billet, sinon vous pouvez aussi oublier. Donc la promesse, on va dire marketing, qui a été faite par
ceux qui nous gouvernent on vous accompagne. Elle existe vraiment. Ouais. Mais c'est impossible à aller chercher. Et tous les exemples que j'ai autour de moi, c'est des gens découragés qui ont arrêté. Voilà. Il faut pas avoir peur de se lancer dans un projet de rénovation énergétique. En revanche, il faut le faire avec les bons partenaires et avec le temps qu'il faut pour ne pas commettre d'erreurs, ne pas avoir besoin de se précipiter et prendre les bonnes décisions, même si parfois celles-ci impliquent de passer un peu plus de temps pour réaliser un audit énergétique, rencontrer un ou plusieurs professionnels pour les travaux et c'est pas quelque chose qui doit se décider du jour au lendemain, d'autant que pour maximiser les aides qu'on peut obtenir, ça prend voilà, ça va souvent prendre du temps, ça nécessite des contrôles, etc. Et je pense que ça vaut le coup. Ensuite, je pense qu'il faut pas forcément avoir peur parce que si c'est bien fait, ça peut vraiment être transformant pour la maison et pour la valorisation de celle-ci. Et donc, quand on se dit il reste plus que des passoires thermiques sur le marché, en fait, oui, mais souvent et de plus en plus à l'avenir, il va y avoir une décote pour l'achat de ces passoires thermiques-là. Et du coup, acheter une passoire thermique F ou G et la remettre au niveau C, voire A ou B, ça fait mécaniquement augmenter sa valeur de bien plus, à mon sens, que l'argent qui aura été investi être déduite d'autant plus dans ce projet. Donc pour moi, ça vaut vraiment largement le coup. Et voilà, et même sur des maisons passoires, très vieilles, etc., il y a souvent des choses très intelligentes à faire qui permettent de gagner massivement en économie, en confort, etc. Moi, j'ai rejoint EFI parce que j'avais envie de m'engager pour le climat, très clairement. Et en fait, quand on réfléchit à s'engager pour le climat, on regarde souvent les différents secteurs qui émettent du CO2 et quand on regarde ça, on se rend compte que le secteur de l'habitation et notamment de l'habitation individuelle est l'un des principaux émetteurs de gaz à effet de serre en France et que la rénovation énergétique est l'une des meilleures réponses aux besoins de diminuer les émissions de CO2 du secteur. Donc ça a été assez naturel pour moi d'aller regarder vers la rénovation énergétique partant de ce constat. Et donc c'est toujours l'une des raisons principales pour lesquelles je me sens engagée dans ce que je fais et j'aime mon métier. Et je dirais qu'il y a une autre, driver, c'est l'impact social des projets de rénovation énergétique que j'avais pas forcément en tête lorsque j'ai rejoint EFI. Et en fait, je me suis rendu compte que la précarité énergétique, c'est un énorme sujet en France et que souvent en fait c'est les ménages les plus précaires qui vivent dans des conditions thermiques hyper défavorables et que en fait ces ménages-là, si on les aide pas, si on les accompagne pas, si on ne fait pas pour eux les démarches d'obtention des aides, ils sont souvent perdus et ils pourront jamais avoir accès à leurs travaux. Donc c'est vraiment un levier de changer positivement la vie des gens et c'est assez exaltant au quotidien. Les partenaires comme EFI, qui sont eux dynamiques, jeunes, on voit bien, c'est l'esprit start-up. Si on leur donne ça entre les dents, ils vont vous transformer la France. C'est ça. Et moi, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Okay. Voilà. Merci Marc. Je vous en prie Amélie, merci. Vous serez toujours la bienvenue. C'était Laisse Béton, le podcast qui aide les citadins à réaliser leurs rêves de vie au vert. Si vous voulez réagir à cet épisode, témoignez vous-même au micro de Laisse Béton ou me suggérer des invités, écrivez-moi à amélie@laisse-béton.fr. Laisse Béton est également présent sur Instagram, Facebook, Twitter et LinkedIn. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou Deezer. Décorez-le d'étoiles sur votre appli de podcast préféré et parlez-en autour de vous, c'est encore le meilleur moyen de le faire connaître. À très bientôt.